Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Angélie. Bonsoir. Delcroix, comment ça va? Très bien, merci. Je suis ravi de vous avoir. Merci. Tant que je vous vois un petit peu partout, dans les kiosques, etc. Parce que ça marche bien en général, vos bouquins. J'ai même eu peur de vous inviter parce que mémoire d'un expert psychiatre, quand même, ça fait froid dans le dos, quoi. Ouais. Et ça a On bien est quand même fonctionné. sur la maladie mentale, donc ça fait froid dans le dos, effectivement. Ouais, mais bon, c'est un petit peu votre, j'allais dire core business, mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi, c'est pour ça qu'on vous invite ici, vous revenez avec La Fabrique du Mal. C'est un titre très fort aussi, je trouve. C'est chez Michel Lafon, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. C'est moi qui vais vous faire peur. Vous répondez un peu du tac au tac. Vous êtes prête? Je suis prête. Allez, Angelina, si vous étiez un endroit sur la Terre, vous seriez où? Vous seriez quoi? Je serais un chalet en bois perdu en plein milieu d'une immense forêt. Oula, on a déjà peur, ouais. Pourquoi vous aimez l'isolement Ouais, je suis très solitaire, donc ouais. L'isolement, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. D'accord. Bon, on va rester à deux un petit peu quand même pendant l'émission, vous êtes d'accord? Pour l'instant, on reste à deux. Allez, si vous étiez un polar de référence. Ce serait plus un thriller, ce serait La Bête humaine d'Émile Zola. Ah ouais, tiens, pourquoi? Intéressant ça. Ouais. Parce que j'ai adoré ce... et c'était très nouveau à l'époque, à la fin du début du 19e, et là on était vraiment dans la lutte interne entre le juge intérieur et les pulsions du personnage principal qui luttait contre lui-même pour ne pas passer à l'acte. Complètement, ouais, et c'est vrai que quand on réfléchit, c'est avant-gardiste, hein, mine de rien. Ouais. Zola. Et si vous étiez, attention, un cauchemar? Vous me regardez avec des yeux... Qu'est-ce que vous seriez? Eh bien, je serais l'ombre. Hein. Je serais l'ombre qui vous suit partout, qui se cache sous votre lit pour vous attendre. D'accord. et qui glisse sous les draps une fois que vous êtes endormi. D'accord. Ouais. L'ombre. Ce serait ça, l'ombre. On sent un prochain roman viendra sûrement. Je vous donne des idées, en fait. Allez, on va parler de La Fabrique du Mal. On va essayer de pas trop se faire peur. Et vous êtes l'invitée Angelina de LCR ce soir. C'est depuis l'Amérique du Sud que les réseaux de trafiquants albanophones importent de la cocaïne, leur marché principal chez nous. La drogue est acheminée par bateau jusqu'au port d'Anvers. Ensuite, les cargaisons suivent leur chemin jusque dans la capitale via le canal. La cocaïne arrive dans ces containers dans le port de Bruxelles et est finalement réceptionnée par les trafiquants. La drogue est alors dispatchée dans la région, voire le pays, et stockée dans des entrepôts, des safe houses, avant d'être revendue de manière locale. Et c'est généralement ici que les violences armées, comme nous les connaissons ces derniers jours, interviennent. Les différents groupes de trafiquants cherchent à défendre leur territoire, leur zone, avec des armes de plus en plus imposantes. Mais toute la drogue n'est pas forcément vendue chez nous. Elle est parfois exportée ailleurs en Europe, comme en Italie, en Allemagne ou encore en Suède. Une fois les stocks vendus, l'argent généré est blanchi et envoyé en Albanie ou encore à Dubaï, où résident généralement les personnes à la tête de ces réseaux de narcotrafiquants. À Bruxelles, 2 autres mafias sont particulièrement actives dans le milieu de la drogue, les Marocains de la Mocro et un groupe de Marseillais. Voilà, un groupe de Marseillais, justement, qui était et qui est toujours, je crois, très actif à Bruxelles. Ça date de quelques mois, hein, mais c'est encore assez tendu dans certains quartiers de Bruxelles. Vous avez écrit un roman, un thriller même, qui se déroule à Marseille. Vous êtes ancienne gendarme, en tout cas, vous avez fait des études, je crois, de Oui, j'ai fait l'école de gendarmerie et je me suis formée à la criminologie. Voilà. Toute la France... La Belgique, on l'a vu, est concernée par ce fléau, mais en particulier Marseille. J'aurais voulu savoir pourquoi. Pourquoi à Marseille? Oui. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a le port qui est pas loin et il y a, en fait, les 2 groupes, les 2 cartels très importants en France se situent à Marseille. Hein. On a la DZ Mafia et le clan Yoda. Ouais. Donc, c'est vraiment là-bas que les faits divers les plus dramatiques, les fusillades et les dommages collatéraux se produisent en France. Donc, ça me paraissait naturel de localiser cette intrigue à Marseille, d'autant que le point de départ de mon idée, c'était en 2024, quand j'ai appris que la personne qui était responsable de la mort d'un chauffeur de VTC était en fait un adolescent de 14 ans. Ouais, 14 ans. Ouais, qui avait été envoyé pour exécuter une cible. Et comme le chauffeur de VTC n'a pas accepté de l'attendre, il l'a froidement abattu d'une balle dans la nuque. Et voilà, Marseille s'est imposé à moi Bien sûr. Suite à tout ça. Et puis on avait eu un règlement de compte aussi, il n'y a pas tellement longtemps, un petit frère qui s'est fait assassiner, qui n'avait rien à voir justement avec ces histoires. Donc c'est presque tous les jours d'ailleurs. Ça devient très, très régulier. Presque quotidien. Ouais. Ça, c'est l'actualité.
qui est très dur. Vous, on est dans la fiction, évidemment. Et justement, pourquoi en faire un thriller? Pourquoi prendre cette matière-là et en faire un thriller? C'est vraiment cet événement, c'est vraiment ce fait divers qui m'avait marqué, interpellé. Ça a provoqué énormément d'émotions chez moi, de la colère, de la peur et puis de l'incompréhension. J'ai des enfants à peu près de cet âge-là et voilà, quelque chose qui refusait de s'inscrire dans mon esprit. Donc j'ai commencé à faire des recherches et quand je me suis aperçue que c'était un phénomène qui s'installait dans toute l'Europe, il y a une enquête Europol qui a été ouverte il y a 1 an maintenant, en avril 2025. Et j'avais à cœur d'informer les lecteurs sur ce qui se passe dans notre société et d'ouvrir, de provoquer certaines prises de conscience, d'ouvrir les yeux. Et la fiction, Angelina, la fiction, c'est un bon moyen peut-être d'attraper un autre public, si je peux dire, vous voyez? Oui, et puis de provoquer des émotions, peut-être plus fortes que seulement des reportages ou de la presse écrite. Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, on rentre dans les conséquences que ça peut avoir sur tout l'entourage de ces mineurs. Avec des personnages, dont un mineur, votre personnage principal, c'est Özkan, il a 15 ans. Oui. Et on comprend un petit peu son environnement. Il est un peu fragile, il est isolé, il est vulnérable dans un quartier. On est dans le 13e, je crois, 13e. À Marseille. Et petit à petit, il va se retrouver sous le joug des gangs, en fait, qui gangrènent un petit peu tout et qui se disputent, parce que c'est des bagarres, des bagarres de clans. À côté de ça, il y a Anders, votre second personnage. Lui, il est éducateur de prévention, et donc il suit un petit peu ce Özkan. Et je me suis demandé en lisant, est-ce que vous avez enquêté, j'imagine, bien sûr, mais vous en avez rencontré? Est-ce qu'il y a un Anders quelque part qui existe? Oui, il y a un Anders qui existe, oui. J'imagine. J'ai rencontré un éducateur de prévention à la PJJ, mais qui connaît très bien les missions des éducateurs de prévention. Et voilà, il m'a beaucoup aidé pour la compréhension de cette jeunesse, de ses faiblesses, de ses failles, et dans les missions qui sont confiées à ces éducateurs qui sont très importantes. En fait, c'est très souvent les figures de référence pour ces jeunes. Ils ont une confiance énorme en eux. Oui, parce que c'est pas la police, c'est ça? C'est pas la police. Ils sont respectés. C'est ça, complètement. Ils ont vraiment confiance en eux. Pour beaucoup d'entre eux, c'est comme un père. Donc, sans le jugement, sans la répression. Et c'est vraiment les figures d'autorité vers lesquelles ils se tournent le plus. C'est marrant que vous dites un père parce qu'on sent aussi l'abandon ou la lassitude des familles aussi par rapport aux jeunes. Et ça, vous le montrez bien aussi. Oui, et puis le nombre de familles monoparentales avec des mères qui sont complètement dépassées et qui ont besoin de cumuler les travails pour faire survivre les familles. Et voilà, les jeunes sont souvent laissés seuls, comme Özkan qui est très très seul. Seul par rapport à sa situation familiale et puis par rapport aux autres qui le harcèlent et qui le rejettent. Oui, complètement. On sent une grande solitude. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes. C'est justement la une de Libération, du journal Libération. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être croisé en kiosque. On va la voir tout de suite. Où narcotrafic, de plus en plus de mineurs, de plus en plus de femmes aussi. Ça peut paraître plus étonnant. Ça ne vous étonne pas, vous? Non, ça ne m'étonne pas. Non, c'est vraiment une violence qui est en train de changer de nature. Donc elle est beaucoup plus impulsive, beaucoup plus jeune. Et puis les femmes, prennent... Très, très souvent, quand les maris sont en prison, c'est elles qui prennent le relais. Donc, oui, ça est en train de vraiment se développer et elles prennent des places de plus en plus importantes dans les différentes strates des organisations. Comment vous l'avez imaginé, parce qu'on parle de mineurs là, comment vous l'avez imaginé votre Özkan? Parce qu'on s'attache aussi, évidemment. Ouais, c'était un peu le but de créer cette ambiguïté morale entre la victime et le coupable, puisque effectivement... Pas trop dévoilé, c'est ça. On s'attache à lui... C'est un thriller, quoi, s'attache à lui par son passé, par tout ce qu'il a pu subir et puis ses pertes totales de repères, son envie aussi d'aider sa mère, parce qu'il a aussi envie de... Voilà. Et puis... C'est pas un mauvais, en fait. Enfin, peut-être, oui. Mais voilà. Mais c'est toute ambiguïté, en fait. Oui, c'est l'ambiguïté, Comment on traite, vous avez l'habitude de traiter des personnages ambigus. Peut-être qu'on est tous ambigus finalement. C'est ça, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre dans mes romans, c'est d'écrire la réalité telle qu'elle est, parce qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. On a tous nos failles, nos doutes et nos faces cachées. Donc j'essaye vraiment de faire des personnages complets, complexes et entiers. Ouais. Vous êtes psychothérapeute aussi. Ça aide, j'imagine, pour écrire, pour trouver des personnages. Pour les créer, oui. En fait, je fais des fiches personnages très détaillées avant de commencer l'écriture. Donc, oui. Comme dans les séries, quoi. Oui, vous avez des post-it dans votre salle de bain Un peu partout dans la maison. C'est vrai, Mais oui, c'est vraiment les personnages et le lieu sont vraiment les deux choses que je travaille énormément en amont. Et les fiches personnages avec les structures de personnalité, les styles de communication, le physique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et Marseille. Vous avez été dans ces quartiers-là? Je ne suis pas allée dans les quartiers. Je suis allée à Marseille, déjà. C'est une ville qui m'avait vraiment touchée par son énergie. Une énergie forte, alors que ce soit... c'est une super ville. Mais voilà, c'est une énergie très lumineuse. Et d'un autre côté, une énergie un peu rebelle. Donc il y avait toute cette intensité
qui m'avait... je m'étais dit, il faudrait que je fasse une histoire dans ce lieu-là, parce que c'est vraiment très fort. Et quand cette intrigue est apparue, voilà. En plus, parce qu'on peut peut-être dire le point de départ quand même, puisque c'est le début du livre, il y a quand même une vidéo. Bon, il faut dire que c'est assez violent quand même. Les gens sensibles, peut-être, c'est peut-être pas fait pour les gens sensibles. Il y a quand même des passages très violents, oui. Ouais. Mais il y a un meurtre, quoi. Il y a des images assez violentes. Ça se passe dans les Calanques, je crois. C'est ça. C'est ça qui est aussi intéressant à Marseille, c'est que la nature est très proche aussi. Oui. Donc le livre s'ouvre sur la disparition de Scan et sur la découverte de corps, effectivement, sur les hauteurs des Calanques. Voilà. Et petit à petit, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a Ariane aussi, ça c'est un troisième personnage. Qui est psychocriminologue, oui. Psychocriminologue. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais les criminologues, mais psychocriminologue, je ne savais pas. Oui. Il travaille pour l'OCRVP, c'est l'Office central de la répression pour les violences aux personnes, à Paris, et qui sont détachés en cas de meurtre très violent avec des modes opératoires... disparition d'adolescents, des choses comme ça. Oui. Ou les meurtres sériels aussi. Ouais. Votre écriture, Angelina, les chapitres sont courts. Oui. C'est pourquoi? C'est pour donner un rythme, parce que c'est haletant. Hein, on passe d'un chapitre à l'autre, on galope en fait, on ne sait plus s'arrêter quand on vous lit. Oui. C'est voulu? C'est voulu et c'est vraiment pour reproduire ce qui se passe là-bas en fait. C'est sans arrêt, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe et puis c'est aussi pour montrer ce que les enquêteurs de la brigade criminelle vivent au quotidien. Donc c'est une course effrénée pour essayer de lutter contre ce mal, mais malheureusement, la criminalité organisée est quand même très puissante. Comment vous écrivez? Comment ça se passe? Donc vous avez des post-it, comme vous dites, mais vous avez aussi un plan? Vous connaissez la fin dès le début? Enfin... Jusqu'à celui-ci, j'écrivais pas de cette façon-là. Je me lançais, j'avais mes personnages et je me lançais. Et puis là, j'ai essayé de faire pareil, sauf qu'arrivé à 200 pages, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Vous partiez dans tous les sens. J'ai tout jeté. C'est là qu'Anders est arrivé. Il n'était pas né encore à ce moment-là. Et j'avais vraiment cette volonté de plonger dans la psychologie de la jeunesse. Et je me suis dit, voilà, ce point de vue-là est primordial, donc j'ai tout recommencé. Et comme il me restait peu de temps pour écrire, j'ai vraiment fait un plan détaillé jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé ça très agréable de travailler comme ça. J'imagine. Ce qui est fou aussi, je trouve, c'est les dialogues, l'écriture, le phrasé, la façon de parler des jeunes. C'est tout à fait ça. Moi, je l'ai montré à mon fils. Il m'a dit, ouais, c'est exactement ça, quoi. Parce que c'est des expressions que nous, on n'utilise pas spécialement. Mais comment vous avez fait? Enfin, vous avez des enfants? Alors, j'ai des enfants. Alors, ils ne parlent pas comme ça. Non, les miens non plus, hein, bon. Mais voilà, je me suis vraiment imprégnée. J'ai fait les sorties des lycées, j'ai regardé des... Ah oui. Dans les séries aussi, on voit beaucoup. Voilà, donc j'ai essayé de m'imprégner vraiment sans aller dans le cliché, sans aller dans le trop. Non. Oui, non, vous n'êtes pas dans le cliché, mais voilà, j'ai essayé de rester au plus juste Ouais, parce qu'il faut qu'on y croie en fait. C'est ça tout. C'est ça qui est compliqué quand on est romancier. Il faut réussir à quoi. Ancrer dans la réalité, à ce que les gens s'y retrouvent et s'y reconnaissent. Et Anders aussi, parce qu'Anders il a des doutes, il est un peu perdu aussi quelque part lui. Enfin, c'est pas facile son rôle, je trouve. Anders, il va vraiment tout faire pour retrouver Oscan malgré la loi du silence qui règne sur le quartier et les menaces forcément auxquelles il va devoir faire face. Mais il ne lâche pas. Mais on sent bien que le sentiment d'impuissance arrive malheureusement. Il ne lâche pas et parfois il est confronté à des scènes bien horribles. Soit, il faut le lire. C'est vrai que c'est très noir. Vous n'avez pas peur, vous, en écrivant, parfois? Vous ne dites pas, oula, je vais un peu trop loin? Je décharge. Non, trop loin, non, parce que j'ai vraiment pas envie, justement, de banaliser cette violence. Je mets de la violence qui est nécessaire, pour moi, à l'intrigue, pour essayer de la disséquer au mieux et de comprendre le mal. D'accord. Mais je sais que vous aimez la douceur aussi, parce que je vous ai demandé un coup de cœur. Et vous m'avez dit, moi, c'est les cancers. Candlelight. À la bougie. À la bougie. Il y en a un petit peu partout. Là, il y a une photo là pour l'instant. Pourquoi vous aimez tant ça? Parce qu'on est très loin de. C'est la première fois que j'assistais à un de ces concerts il y a quelques mois avec ma fille et vraiment c'était une expérience magique. C'est des endroits, alors déjà des endroits chargés d'histoire, c'était à l'Oratoire de La Rochelle. Il n'y a absolument aucune autre lumière que la bougie. C'est une ambiance très intimiste, on est très peu. Et puis là, c'était un quatuor à cordes avec 2 violons, un alto, un violoncelle et ils ont repris des musiques de Coldplay, Imagine Dragons. C'est vraiment, c'est très très fort. Oui. Bon, on va essayer de capter ça. En tout cas, là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang. Il n'y a que de la beauté de la lumière. Il n'y a que de la beauté de la lumière. Allez-y, foncez si vous aimez ce style. Et puis, on apprend plein de choses aussi sur le narcotrafic. Et ça change effectivement de ce qu'on nous donne comme info tous les jours à la télé ou dans la presse écrite. C'est chez Michel Lafon, La Fabrique du Mal. Le dernier, Angelina Delcroix. Merci d'être passé chez nous. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.